Salut, c'est bien Les Voix des Livres. Alors, vous allez vous dire, il est pas allé chercher loin pour aller interviewer un copain. C'est vrai, c'est un copain. Mais c'est aussi quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est ça que m'a apporté la pratique du podcast, c'est de rencontrer des gens incroyables. Même si des fois, ils n'ont pas le sentiment d'être incroyables. Mais pour le coup, vous allez voir, Jean, il est incroyable. Eh bien, j'ai plus qu'à vous dire, désolé pour le verre d'oreille du générique. Libérez-moi la ligne. Le passé est passé. Les Voix des Livres. Les Voix des Livres. Délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Les Voix des Livres. Hon no koe. Suara-suara buku. Bonjour et bienvenue dans Les Voix des Livres. Normalement, j'ai fait une petite introduction au montage avant le générique verre d'oreille, donc je m'excuse encore une fois. Aujourd'hui, c'est un lecteur, mais pas que, parce que je reçois Miroir SF. Alors vous me dites, oh, Miroir SF, c'est un pseudo, c'est une chaîne YouTube, mais qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un homme que j'apprécie énormément, qui est sociétaire du collectif Mana et Plasma, le podcast, la chaîne Twitch, tout ça, mais qui est avant tout quelqu'un de très intéressant. Et on va discuter un petit peu ensemble. D'abord, je voulais préciser que même si ce podcast n'est pas spécifiquement consacré à un genre ou à l'imaginaire en général, ça, vous allez le constater dans les prochains épisodes, puisqu'on va s'écarter un petit peu de ce que j'aime énormément, mais j'aime aussi beaucoup d'autres choses. Et d'abord, bonjour Jean. Je peux t'appeler Jean ou Miroir ? Ça fait bizarre, Miroir. Tu peux m'appeler Jean, oui, parce que c'est vrai que Miroir, c'est un peu curieux. Et comment est-ce que je t'appelle, du coup, Winnie ou Dany ? Et ben ça, j'en parlerai dans un blog du podcast de Dany, parce que c'est une interrogation intéressante à laquelle je veux pas trop embêter les auditeurs. Tu veux pas déflorer le sujet ? C'est pas une histoire de déflorer, d'accord. C'est juste que j'ai une réponse, mais elle est un peu longue. Et c'est surtout toi qui est intéressant dans Les Voix des Livres aujourd'hui. Et tout d'abord, en toute transparence, je tiens à dire que pour pas prendre trop de temps à mon invité, je lui ai envoyé 3 questions, mais j'ai une petite question que je lui ai cachée pour garder un petit peu de spontanéité. Donc, je vais te poser une question que tu connais déjà, donc normalement, les réponses, elles vont être top. Alors, j'aimerais que tu partages avec nous le fondement, la petite histoire qui t'a donné cet appétit pour la science-fiction, et si j'osais, comment cet intérêt a évolué dans les grandes phases de ta vie ? Alors, en fait, je pense que ça a commencé par des lectures quand j'étais au primaire, qui m'ont un peu initié au genre de l'imaginaire. J'ai lu pas mal. Alors, mes parents étaient un peu catastrophés que je lise pas suffisamment, et surtout pas suffisamment de bonne littérature. Et je lisais pas mal de BD, ils auraient aimé que je lise un peu plus de romans. Mais j'arrivais quand même à lire des romans pour enfants, assez faciles à lire. Et j'ai notamment pas mal lu la collection Délire chez Bayard. Il y avait Chair de poule qui était davantage connu, mais il y avait aussi les Délires qui donnaient des... Enfin, les histoires étaient un peu tarabiscotées. C'était par exemple piéger du coup là pour répondre à ta question, j'allais rechercher un peu quelques titres que j'avais lus à l'époque, mais c'est vrai que les titres sont totalement loufoques. C'est piéger le jour de la rentrée, piéger dans le corps du prof. Il y avait plein de piégés dans le corps d'ailleurs, il y avait dans le corps du président, dans le corps du prof de sport, etc. C'était un switch spirit, c'est-à-dire on prend le corps du prof avec son esprit d'enfant, c'était ce genre de choses Alors c'est un peu loin tout ça, mais c'est que à chaque fois, je sais plus comment ça se produisait, mais il y avait le personnage principal qui était un gamin allait se retrouver vraiment dans le corps du prof. Donc tout d'un coup il devait apprendre à vivre avec un corps d'adulte, il avait pas l'habitude, et puis donc il avait tout le monde le prenait pour le prof alors qu'en fait c'était l'enfant qui était à l'intérieur. Bref, ça donnait plein de situations compliquées à gérer.
Et donc voilà, c'était à mi-chemin, je dirais, entre des trucs un peu angoissants dans le fond, parce que ça a beau s'appeler délire, en fait, ça peut faire peur d'être coincé dans le corps du prof. Ouais. Et en même temps, il y a un côté, voilà, on est Découverte. vraiment dans de l'imaginaire. On part d'une hypothèse complètement qui n'est pas réaliste et on regarde ce que ça donne. Donc on est bien dans les genres de l'imaginaire, quoi. En CM1, il y a une prof qui nous a fait écrire un roman. Alors un roman, j'étais en CM1, donc je pense que si je mettais tout ça sur un document Word aujourd'hui, ça prendrait 3 pages, mais elle nous avait fait donc écrire une histoire. On l'avait ensuite mis en page en format A5. On en avait fait un livret, on avait fait la page de couverture, la 4e de couve, on avait fait les illustrations. Donc vraiment, à la fin, j'étais fier de mon roman, et que j'ai encore d'ailleurs. Et je sais plus, je crois qu'il s'appelait Retour vers le passé. Ah. Et bon, évidemment, je pense qu'à l'époque, le titre avait été influencé par Retour vers le futur. Et en fait, rétrospectivement, c'est drôle parce que j'avais écrit une uchronie sans le savoir, parce que je savais pas du tout ce que c'était, une uchronie. Et j'avais écrit sur un sujet que Robert Silverberg avait traité, mais ça, c'est pareil, je ne le savais pas, puisque j'avais imaginé qu'en fait, l'Empire romain ne s'était pas écroulé, et que parce que César était devenu immortel. Et donc mes 2 personnages principaux décident de retourner, d'aller dans le passé, à une époque où César était encore mortel, pour pouvoir le tuer et mettre fin à cet empire romain éternel. Ce qui a donné donc Robert Silverberg à... Alors je crois pas que César soit immortel dans le bouquin de Silverberg, mais par contre ça s'appelle Roma Aeterna, je sais pas si tu l'as lu. C'est l'empire romain qui s'est jamais écroulé, et on voit comment il évolue au fil des évolutions technologiques et sociétales que nous on a connues. Donc première expérience d'écriture, et puis déjà dans de la science-fiction, et puis après je pense que le moment où je suis vraiment tombé dans la SF, c'est au collège. Ma mère m'a fait découvrir René Barjavel. Alors je sais qu'aujourd'hui on critique énormément René Barjavel pour plein de raisons qui sont en partie légitimes. Mais n'empêche qu'à l'époque, moi, ça a bouleversé mon imaginaire. J'ai lu La Nuit des Temps, donc c'est le premier bouquin que j'ai lu. J'ai vraiment adoré. J'ai lu tout Barjavel à l'époque. Je me rendais pas compte de tous ces auteurs de science-fiction qui existaient. C'est d'ailleurs dommage parce que je me suis coupé d'énormément de bouquins que j'aurais pu découvrir. Donc j'ai lu tout Barjavel. J'ai adoré notamment La Nuit des Temps, Le Voyageur imprudent, Le Grand Secret, Ravage. Et puis aussi, en fait, si on réfléchit à la question de pourquoi est-ce que la SF me parlait autant et me parle encore autant aujourd'hui, je pense que c'est que j'ai ce côté-là, mais je pense qu'on est beaucoup à voir ça dans le milieu de la SF. J'ai ce côté où j'ai envie que le monde soit un peu plus enchanté qu'il ne l'est réellement. Et puis je pense que j'ai toujours un sentiment qu'en fait il y avait une partie du réel qui nous était inaccessible par manque de connaissances scientifiques, par manque de technologie, et que voilà, il y avait dans le fond à notre portée quasiment, il y avait une réalité qu'on pouvait pas distinguer. Et en fait, à travers les romans de science-fiction, tout d'un coup, on nous présente une vérité possible sur l'univers. Et d'ailleurs, moi, les romans de SF qui me bouleversent le plus, c'est toujours ceux qui se passent à notre époque, et où justement il se passe un truc qui fait que on découvre quelque chose, il y a une invention qui permet de tout changer, ou un événement cosmologique ou d'origine extraterrestre par exemple qui intervient dans le quotidien, quoi. Par exemple. Et même si Harry Potter c'est pas de la SF, dans le fond c'est exactement ça. C'est le réel n'est pas ce qu'on croyait qu'il était, quoi. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tu aurais pu aussi aller sur le fantastique, parce que c'est aussi un peu le sel du fantastique, mais tu as été plutôt vers quelque chose de fiction scientifique plutôt qu'une fiction fantasmagorique, fantastique, héroïque, enfin tout ça avec de la magie qui intervient comme dans Harry Potter dans un monde contemporain. Mais toi, il y a quand même cet attrait pour la science, peut-être même la hard science maintenant. Alors pas tellement les sciences dures comme
les appelle parfois, mais plutôt les sciences molles. Moi, j'ai fait des études de sciences molles, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, et c'est davantage ça qui va. Alors, évidemment, les inventions technologiques, les découvertes scientifiques qu'il peut y avoir dans le roman, dans les romans, ça m'enthousiasme. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand même les bouleversements sociétaux. Et des fois, il y a des romans, je pense par exemple aux Affinités de Robert Charles Wilson, J'adore. où en fait, ce qui bouleverse la société, c'est une invention sociale. Et ça j'adore. Robert Charles Wilson, chers auditeurs, c'est un auteur qui place un intimisme dans des événements catastrophiques énormes, et à chaque fois il se passe un truc mais gigantesque, mais on est à échelle humaine, donc on a 2, 3, 4 personnages, et c'est toujours, mais c'est doux, c'est une science-fiction douce, pas heurtée, mais toujours avec des grands événements. Robert Charles Wilson, franchement, je vous le recommande, et si vous voulez quelque chose quand même d'assez spectaculaire, à la limite, le Vaisseau des voyageurs, qui est très beau, c'est assez crépusculaire, mais tout Robert Charles Wilson, moi j'adore, hein, franchement, je te rejoins complètement. Totalement. Alors, j'ai déjà parlé vaguement de Mana et Plasma au tout début. Premièrement, pour aller sur la question suivante, je voulais te remercier d'un épisode auquel j'ai pas pu participer, qui est en fait une table ronde au Festival des Intergalactiques de Lyon, que tu as brillamment mené avec tes petits camarades Marc et Saïd. Et c'était une interview d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Jean Krug, très intéressant et qui est glaciologue dans la vie. Et j'ai adoré ce concept d'interview à plusieurs, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'interviews comme celle qu'on fait aujourd'hui, désolé, qui sont un peu isolées, ou alors on a un invité, on discute, comme on l'a fait souvent sur Mana et Plasma, on a un invité, on discute d'un sujet, mais là vous avez mené à 3 l'interview, et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est pas si courant que ça, et j'ai beaucoup apprécié l'exercice, et vous avez fait ça très bien. Donc je recommande l'épisode de Mana et Plasma, interview de Jean Krug, qui est assez récent. Donc j'en viens à une question. Et simplement pour te dire que effectivement tu n'as pas pu être là, c'est dommage, parce que si j'ai bonne mémoire, tu t'étais fait une entorse une semaine avant. Ouais. Et c'est vrai qu'un peu plus c'était avec nous, et ça aurait été très bien aussi. Et effectivement, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet épisode, et je pense qu'il faudrait qu'on refasse des formules dans ce genre, ça a très bien fonctionné. Exactement. Et donc tu fais partie de Mana et Plasma, mais principalement, tu animes depuis 5 ans, si j'ai bien noté, une chaîne YouTube, Miroir SF, où tu abordes principalement la littérature de SF, mais pas que, hein, tu abordes aussi des pièces de théâtre, toutes sortes de choses. Ouais. Et je voulais te poser une question qui me taraude. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans le YouTube game? J'avais marqué Booktube, mais tu fais pas que du livre, parce que ça existe, le Booktube, c'est un peu les chroniqueurs littéraires. Et est-ce que cela a changé ta façon d'approcher? Ça m'intéresse parce que je suis concerné, hein, de choisir, d'appréhender et tout simplement de lire une œuvre ou de regarder une œuvre comme une pièce de théâtre. Et en plus, j'imagine que t'as pas chroniqué tout ce que tu as vu et lu, mais qu'est-ce que ça t'a changé dans ton plaisir à la culture? Comment est-ce que j'en suis arrivé à avoir cette chaîne? Je te disais que j'étais un peu tombé dans la SF, surtout au collège. En fait, après, j'ai bêtement arrêté de lire pour le plaisir, parce que j'ai toujours été, et encore aujourd'hui, un très grand travailleur. Et donc, en fait, à partir du lycée, je me suis contenté un peu des bouquins qu'on me demandait de lire. Et j'ai arrêté de lire par moi-même des bouquins pour me faire plaisir, enfin, très peu. Donc, j'ai arrêté la SF. Et ensuite, je suis allé en prépa littéraire, donc c'était pire que tout. On m'a fait lire énormément de classiques littéraires. Et puis, ensuite, les études d'urbanisme, c'est pareil. Je lisais plutôt de la littérature dite scientifique. Et à la fin de mes études, là, j'ai eu tout d'un coup un besoin de relire. Et ma copine, qui pour le boulot avait été obligée de chercher les librairies de science-fiction qui existaient, avait déniché Scylla à Paris, et donc elle me conseille d'y aller. On était fin 2012. Je vais dans la librairie que je côtoie toujours aujourd'hui. Donc le libraire, c'est Xavier, et on le salue. Et
Tout à fait, c'est le Xavier. Et puis je lui demande, enfin voilà, je lui dis finalement à peu près ce que je viens de te raconter, c'est-à-dire que j'ai adoré René Barjavel et que j'ai envie de retrouver un peu ce genre d'enthousiasme. Et il me dit, bah, lis Robert Charles Wilson. Ah. Et donc il me conseille Spin. Oh là là, c'est pas évident quand même, Spin, pour commencer. Hein. Ben, en tout cas, moi, ça a été l'électrochoc qu'il Ouais, fallait. tout à fait. Alors, mais ça a été, je l'ai dévoré, donc les trois, puisque c'est une trilogie. J'ai vraiment c'était exactement ce dont j'avais besoin pour replonger dans la littérature de science-fiction. Et puis donc voilà, j'ai commencé à relire de façon assez intense. À découvrir, parce que l'avantage d'un libraire en SF, c'est qu'il m'a fait sortir de mon petit coin où j'avais l'impression qu'il y avait que René Barjavel qui existait. Et puis 2 ans plus tard, je croise une libraire, une bibliothécaire, justement chez Scylla, et qui me dit que ils vont créer un café littéraire à la bibliothèque Rilke à Paris, qui est au niveau de Port-Royal. Et donc j'y vais, je vais à la première édition de ce café littéraire, janvier 2016, et on n'était pas beaucoup, je crois qu'on était 5, et parmi les personnes qui étaient là, il y avait une blogueuse littéraire qui n'est plus blogueuse aujourd'hui, je sais pas si toi ça va te parler, c'était Petite Troll de Lecture Trollesque, qui a pas mal été actif peut-être jusqu'à 2018 à peu près, ou 2017. Et là, je me suis rendu compte, voilà, ça m'a montré ce que c'était qu'être blogueur, enfin, en l'occurrence blogueuse, et je m'étais fait un peu un mythe. Moi, j'avais l'impression que c'était une forme d'élite qui était blogueur, blogueuse. Et là, je me suis rendu compte que dans le fond, enfin, c'est pas pour minorer tout ce que faisait Petite Troll, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était accessible. Et donc, j'ai eu envie moi-même de créer un blog que j'ai toujours. Donc, on était en 2016. Donc, j'ai appelé Miroir SF. Et c'est en 2018 que je l'ai fait évoluer en chaîne YouTube. Donc, le blog existe toujours et j'y mets régulièrement toutes mes vidéos. Ça m'arrive encore de temps en temps de faire quelques articles. Et disons que le blog me sert... c'est là que... Je mélange tout, j'ai aussi quelques textes que j'ai mis, des articles de fond, enfin voilà, si on veut tout trouver sur moi, c'est là. Sauf évidemment enfin tout ce qui concerne la SF est ici. Et au début, j'ai vraiment fait ça de façon un peu boulimique, puisque je faisais un article par semaine. Alors, j'ai jamais été au niveau d'un Marc Ancho, hein. Oui. Mais je lisais un bouquin par semaine et un article par semaine. Sauf que j'ai toujours été, c'est toujours le cas d'ailleurs, mauvais en publicité sur les réseaux sociaux. Ah oui. Et donc le blog a jamais vraiment décollé. Il y avait très peu de personnes qui le lisaient. Et en fait, en 2018, je sais plus trop comment j'ai eu cette idée de créer une chaîne YouTube, mais il y avait ce côté-là où je me suis dit que peut-être j'aurais plus de visibilité. Et c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que même sans être bon en communication, en fait, j'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent via YouTube, même si j'ai jamais atteint les niveaux de Kurt, par exemple, ou de Loli. Mais en fait, il y a quand même des gens qui me regardent, alors que le blog, des fois, j'avais l'impression que personne me lisait, vu le temps que ça me mettait à écrire un article, c'était un peu rageant. C'était une sorte de café littéraire aussi. Ce YouTube, c'est une sorte de café littéraire ou comment tu le définirais ? Il y a possibilité de commenter, de discuter. T'as ouvert les commentaires dans... Ah oui, j'ai ouvert les commentaires. Donc, est-ce qu'il t'est arrivé de discuter avec quelqu'un au départ d'une vidéo Est-ce que ça t'est arrivé ou c'est juste des likes et des vues, en fait ? Il y a quelques gens qui commentent, pas énormément, mais un peu. J'ai parfois eu des belles rencontres par chat, puisque, par exemple, pour ma vidéo sur comment ça s'appelle Quand tu disais chat, tu les faisais pas en direct pourtant.
tes vidéos. C'était pas encore l'époque non, du direct. Non, oui, parce que pardon, je voulais Mhm. dire que par une belle rencontre entre guillemets, par message interposé. Voilà. Oui, c'est pas vraiment une rencontre, mais donc il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur l'anomalie d'Hervé Letellier. Ah oui, le fameux livre qui n'est pas de la science-fiction. Exactement. Le prix Et en fait, Goncourt. tout à fait. Et Hervé Letellier m'a répondu. Ah oui, Et, effectivement, ouais. Ah, pourtant, et il donc, est très sollicité, c'est ça qui est extraordinaire. Mais en fait, le nom de la vidéo lui avait parlé. En fait, c'est qu'il y a un de ses amis qui visiblement est dans la communauté SF qui lui a souligné la vidéo et il est allé la voir. En fait, je pense que pour lui, il y avait un enjeu à se faire apprécier aussi dans la communauté SF, d'autant qu'une série est prévue Bien sûr. sur la base de son bouquin. Donc en fait, c'est aussi ce genre de rencontre que ça permet YouTube. C'était un peu, en fait, le blog YouTube, c'était un peu une pierre, comment on dit, Un milestone. qu'est-ce qu'on jette à la mer? Je me souviens plus de Ah non, une l'expression. bouteille à la mer. Alors c'est une bouteille à la Une mer. bouteille à la mer, Je merci. croyais que c'était une pierre pour voir où tu en étais dans ta progression créative, ouais. En fait, parallèlement, on en parlera peut-être, mais donc je me suis lancé dans l'écriture et ce qui est rageant dans l'écriture quand on n'arrive pas à se faire éditer et qu'on rencontre pas de lecteurs, c'est qu'en fait on est très isolé. Et faire le blog puis la chaîne YouTube, ça me permettait d'interagir avec le milieu de la science-fiction. Et ça a marché de ce point de vue-là, puisque j'ai très vite rencontré des blogueurs. Avec la chaîne YouTube, j'ai rencontré des youtubeurs, puis j'ai rencontré Mana et Plasma. Et tout ça, je suis vraiment heureux de ces rencontres et ça me fait vraiment vivre, ça me procure des émotions, ça me fait rencontrer plein de personnes super. Donc j'en suis très content. Et c'est vrai qu'on voit aussi que il n'y a pas besoin d'une chaîne YouTube à 100 000 abonnés pour rentrer dans une communauté. C'est ça qui est appréciable aussi. Ni un podcast à 50 000 écoutes par mois si on a personne qui vous commente ou si on reçoit que des que des commentaires négatifs. C'est vrai. Justement, tu as parlé de ce café littéraire et c'était ma question cachée. Donc Ouais. tu l'as évoqué, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à cette expérience? Est-ce que tu as toujours le temps d'aller là-bas? Combien de temps ça a duré? Eh bien, j'y suis allé jusqu'à l'an dernier, donc de 2016 à 2022. Avec une et coupure Covid en plus, j'imagine. Tout à fait, avec une coupure Covid. Et en fait, la bibliothécaire qui animait ce café littéraire est partie à la retraite, ce qui a mis fin au café littéraire, mais je dirais que dans le fond, tu vois, j'aurais pu essayer de retrouver un autre café littéraire et je l'ai pas fait parce que maintenant, en fait, les échanges que j'ai via Mana et Plasma, via ma chaîne YouTube, Ça te me prend déjà du permettent, temps. Ouais. prend déjà du temps et il me permet de faire les rencontres que j'ai envie d'avoir. Donc, C'est vrai. Après, je dois dire que j'ai interviewé une bibliothécaire. Pas une bibliothécaire, n'importe quoi, pas encore. Ça, c'est un objectif de faire entrer les médiathécaires aussi dans ce programme. J'ai donc interviewé une libraire à Bourges qui, justement, elle, pour animer un petit peu la lecture et pas forcément sa clientèle, mais l'appétit, effectivement, met en place un café littéraire et c'est une expérience que j'ai jamais abordée. Je suis curieux de voir ça, mais c'est vrai qu'il faut trouver le temps parce que j'imagine qu'on lit tous le même bouquin ou alors ou c'est pas un book club. Il y a plein de formats différents. Mhm. Celui que j'ai vécu, c'était chacun parlait de ce qu'il avait envie d'évoquer. Parfois, c'est peut-être arrivé qu'on ait lu. Enfin non, je suis pas sûr que ça ait été volontaire. Enfin parfois évidemment, on était plusieurs à avoir lu le même bouquin. Mais non, en général, c'est plus qu'on présente la lecture qu'on a appréciée et puis comme ça, les autres partent avec des idées de lecture. Mais ceci dit, tu touches à une envie qu'évoque souvent Marc Ankshaw pour Mana et Plasma et que j'aimerais bien qu'on réalise, c'est de se dire que, un peu comme dans l'émission Le Masque et la Plume de France, c'est France Inter, Oui. De se dire, on lit un ou plusieurs textes, on les lit tous pour une émission et puis on en débat.
Et je pense que, en fait, c'est toujours, je trouve ça toujours plus riche quand on a tous lu le même texte parce que ça permet de confronter les avis et puis souvent c'est assez drôle en plus. Donc, Oui, c'était... pour tout vous dire, chers auditeurs, dans 20 minutes, on a une réunion Mana et Plasma, donc on va peut-être en parler. En tout cas, c'était un projet aussi que j'avais aussi exposé avec SF Theory, Benjamin. Alors, c'était pas exactement ça, c'était de faire des thèmes avec un corpus réduit, effectivement. De moins d'œuvres pour être un peu plus concis, précis, parce que c'est vrai que c'est compliqué dès que on a envie de parler. Imagine, on parle du voyage dans le temps, il y a eu tellement de romans, on peut vite se perdre dans tout le corpus littéraire de ces choses-là. Mais effectivement, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Bon, on va en parler dans 20 minutes. Mais avant, j'ai une question qui va devenir rituelle, mais qui sera sûrement incontournable dans ce programme. Voilà. Alors, imaginons que, malgré le cheptel de 60 000 livres qui paraissent tous les ans, que ça ne suffise pas à l'industrie du livre et qu'arrivent en masse des ouvrages rédigés à l'aide d'algorithmes, pour être juste. Comment cela affectera ton choix de lecteur ? Je te demande pas de commenter la technologie, les répercussions sociales et tout ça, mais toi, Jean, tu es chez le libraire, qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais. Je suis désolé, mais pour moi, on peut pas parler de ce que je vais faire sans un minimum. Alors vas-y. Il y a une partie de moi qui est très enthousiasmée par les IA. Je trouve que ça peut booster la création. Ça peut, en fait, à la fois, on peut se dire qu'on n'a plus besoin des artistes, et en même temps, moi, je vois que dans mes outils de création, ça va me booster. Je vais pouvoir, je le fais déjà, j'utilise Midjourney par exemple pour les images. J'ai plein d'idées de création audiovisuelle qui vont être davantage possibles avec les IA parce que avant, c'est là je trouve, on voit les aspects positifs et négatifs. C'est que avant les IA, si tu as envie de faire un spectacle audiovisuel, t'es obligé de t'associer avec quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui fait, je sais pas, du théâtre, quelqu'un qui écrit, et donc tu travailles, et puis c'est une aventure humaine, et puis ça aboutit à une création artistique. En fait, ça c'est une aventure qui est géniale, mais qui est difficile à réaliser, surtout quand t'as un boulot et que voilà, t'as peu de temps libre, ou que t'es timide et que t'as du mal à rencontrer d'autres personnes dans le genre artistique. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que je me dis, c'est vrai que j'ai pas besoin des autres pour booster, pour avoir plein de projets artistiques. Mais là, on est plus dans le boost, on est carrément, ce serait le fait que l'art soit difficile à mettre en œuvre. En fait, l'IA va démocratiser ça aux gens qui n'ont pas accès à toutes ces ressources, et qui va permettre aux gens de créer des choses là où seuls des spécialistes, qui sont pas forcément des bons artistes. Moi j'ai vu beaucoup trop, et je citerai pas de nom, de réalisations qui sont magnifiques à l'image, mais qui sont creuses en termes de récit ou même de contenu intellectuel, et vice versa, des choses mais fabuleuses, mais dégoûtantes à l'image et rebutantes presque. Et effectivement, si on ouvre plus, ça démocratise. Et ça, c'est un argument que je n'avais pas encore dans ma petite besace. Donc, je te remercie de continuer à le développer, et excuse-moi pour t'avoir interrompu. Ah non, mais totalement. Et j'avais pas pensé au terme de démocratiser, mais tu as trouvé le bon terme, c'est exactement ça. Et donc, mais comme toutes les ruptures technologiques, ça va nous apporter des choses supplémentaires, mais supprimer aussi d'autres choses. Donc voilà, à la fois je suis enthousiasmé, je me dis que j'ai des potentialités créatrices qui vont naître, et en même temps je me dis, mais est-ce que c'est pas triste aussi de se dire que par exemple au sein de Mana et Plasma,
On a des gens qui écrivent, je sais pas si on a des gens qui dessinent, mais en tout cas on a des gens qui composent de la musique. En fait, peut-être que si les IA arrivaient pas, j'essaierais davantage de me dire allez, travaillons ensemble sur une œuvre. Et donc pour revenir à ta question initiale, demain je suis dans une librairie, je peux acheter ou pas un bouquin écrit par une IA, sachant que moi aussi j'écris et je suis partagé parce que alors je parle pas de pour que la question soit vraiment intéressante, je pense qu'il faut imaginer l'IA telle qu'elle sera dans 5 ou 10 ans, c'est-à-dire imaginons qu'elle soit capable de faire un texte vraiment de qualité littéraire, de très bonne qualité, et je pense que ça finira par arriver. À la fois, je me dis que c'est triste de se priver d'un chef-d'œuvre littéraire, peu importe par qui comment il a été produit, et en même temps, si on arrête de lire ou de regarder, enfin de consommer entre guillemets, enfin j'aime pas le terme consommer, mais d'avoir une pratique culturelle, artistique avec des humains, je trouve ça d'une tristesse. Et en fait, j'ai pas tout à fait tranché. Je sais pas. Je sais qu'il y a des personnes dans le milieu de la science-fiction aujourd'hui qui refusent totalement les IA. Je ne leur en veux pas. Ce qui est complètement paradoxal parce que on en mange littéralement dans la science-fiction depuis maintenant plus de 40 ans, même un tout petit peu plus, mais on va dire 40 ans, depuis les années 80, un peu 70 avec John Brunner. On en mange des IA. Alors souvent ils nous préviennent, mais souvent aussi on peut pas voler sur un vaisseau spatial si on n'a pas une IA, parce que l'IA est omniprésente et s'occupe de tous les systèmes en même temps, ce que ne pourrait pas faire un opérateur humain. Mais d'un autre côté, effectivement, dans le milieu de la science-fiction, effectivement, il y a une levée de bouclier, il y a beaucoup d'interrogations, mais personne n'est tranché pour l'instant. Puis l'état actuel des technologies n'est pas encore, on n'est pas encore dans la singularité ni la rupture pour l'instant. Non, c'est sûr. Ouais. Là, on est plus dans les petits malins qui veulent faire de l'argent sur le dos des artistes et tout ça. Mais en fait, c'était le fond de ma question qui a pu te paraître orienté et réactionnaire, c'est que effectivement, 60 000 livres par an. Par des humains, est-ce que et voilà, bon, après sur 60 000 livres, si on rate le livre algorithmique qui vraiment valait le coup et qui change la donne, ce serait dommage effectivement. Bah, en tout cas, c'est intéressant parce que oui, tu m'as donné un autre argument que auquel j'avais pas l'habitude de réfléchir. Est-ce que alors dernier peut-être oui, je t'en prie. Excuse-moi si tu me permets mais bien sûr, au contraire, de terminer sur ce sujet. Je pense que ça va poser une question aussi qui est peut-être que ça va déprofessionnaliser le monde de l'art. C'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui il y a quand même encore des artistes professionnels et effectivement peut-être que demain on écrira uniquement comme aujourd'hui. Par exemple, si on prend le métier de peintre, aujourd'hui il y a quand même très peu de peintres qui vivent de leur pinceau et de leur toile. Et donc, mais peut-être que tout simplement demain, on acceptera qu'en fait, on écrit plus pour se faire plaisir à soi-même et se faire lire de son entourage et un peu moins pour devenir une star. En fait. Oui, il y aura, je pense, toujours deux marchés. Il y aura le marché de l'art classique dit organique, et un autre marché qui sera plus une industrie sur l'art peut-être aidé ou totalement algorithmique. Je pense qu'il y aura toujours une double spéculation et pendant longtemps ça sera considéré comme vulgaire quelque part les productions par IA, avec quelques petites nuances, mais comme on voit là toute la spéculation des c'était comment les fameux tokens, comment on appelait ça, j'ai déjà oublié le nom, tu sais, on achetait la propriété numérique sur une œuvre
Ah oui, oui. Ça y est, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Tu vois, ça s'est dégonflé. Ouais, ça s'est dégonflé. Ça s'est complètement dégonflé. Donc, moi, je pense que ça va exister, mais que pour le marché de l'art entre guillemets majeur, comme tu dis, les artistes auront toujours leur place. Ça, c'est clair. Les artistes organiques. En tout cas, pour conclure, parce qu'on va pas être en retard à la réunion, puis je veux pas te prendre tout ton temps. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée peut-être sur l'écriture? Ah, c'est celle-là. Oui, c'est vrai. Elle était dans ce que je t'avais envoyé. Ah non, en plus, peut-être. Si la question c'était... Oui, c'est possible. Non, elle y était pas. Non, elle y était Où pas. t'en es dans l'écriture, parce que tu es aussi un aspirant écrivain. T'en as un peu parlé, mais... Non, mais pour faire vite, parce qu'effectivement j'ai été bavard. Non, c'est très bien. J'écris depuis 2015, quelque chose comme ça. J'ai écrit un premier roman que j'ai pas réussi à éditer, et je suis sur un second. D'ailleurs, il y a une petite nouvelle qu'on peut voir sur mon blog qui s'appelle En gestation, que j'avais fait dans le cadre d'un concours de nouvelles à la bibliothèque Rilke, justement. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et j'espère un jour me faire éditer. Sachant que une fois que j'aurai terminé ce deuxième roman, j'ai envie de faire davantage de créations, enfin de profiter du fait d'avoir une chaîne YouTube pour faire des créations audiovisuelles. Je me dis que c'est un bon support, justement. Ce qui prend beaucoup de temps, d'ailleurs. Hein. Ah oui, ça prend du temps. J'avais fait... Alors, il est un peu raté, mais je sais pas si tu l'as déjà vu, il y a un court-métrage que tu peux regarder sur ma chaîne, qui a beaucoup de défauts, mais dont je suis aussi fier sur certains aspects. Pour, je sais pas, 10 minutes, ça doit durer une dizaine de minutes, j'avais compté que j'avais passé, je sais plus, 200 ou 300 heures. C'est ça. C'est énorme. C'est ça. Eh ben, bonne chance pour ceci. Et puis, si tu as besoin d'aide de diffusion ou de lecture sur Galaxy Pop, tu es le bienvenu, tu le sais. Si un jour tu as envie qu'une de tes nouvelles soit lue dans un cadre ou un autre, notamment un petit coucou à Circé qui nous écoute et qui est dans l'Odyssée de Circé, qui parle aussi beaucoup de Barjavel. Un de ses derniers épisodes était justement sur le Grand Secret. Et c'est aussi un des écrivains fondateurs pour elle dans son approche de la science-fiction. Donc Circé aussi, donc on a fait sa playlist avec une de ses nouvelles, donc lue en interlude entre deux morceaux de musique. Donc peut-être qu'un jour, si tu le veux, bah tu me donnes plusieurs morceaux de musique qui font partie de ta culture. Et on pourrait lire ta nouvelle en interlude par quelqu'un de ton choix, si tu veux. Bah, écoutez, c'est un moyen de mettre en avant les écrits aussi, l'audio. Voilà, je prêche pour ma paroisse. Eh ben, merci beaucoup. Bah écoute, on va se prendre une boisson fraîche et puis on va attaquer sur la réunion d'après. Merci à toi. On n'enregistre pas la réunion, par contre, pour les auditeurs. Bah non. Voilà, c'est pas mon genre. Non, mais c'était ma petite blague, au cas où ils auraient eu envie de l'écouter. Oui, c'est clair. Bon, alors je coupe. Aren't you something to admire? Cause you shine as something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's sat in my heart is a space that now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You're right here all along. It's like you're my mirror, my mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me, and now it's
doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Whoa. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I could tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. 'Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's out in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You're right here all along. Oh, it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we make it to reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Yesterday is history. Oh, whoa, whoa. And tomorrow's a mystery, mystery. Hey, I can see you looking back at me. Keep your eyes on me. yeah. Keep your eyes on me. 'Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's out in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You're right here all along. Oh, it's like you're my mirror. Whoa. My mirror staring back at me. Whoa. I couldn't get any bigger. Whoa. With anyone else beside of me. Whoa. And now it's clear as this promise that we make it to reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror. Whoa. My mirror staring back at me, staring back at me. Oh. Show me how to fight for now. 'Cause I don't wanna lose you now. It's like you're my mirror. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Thanks. Aw, that's so nice. We hope you guys liked our cover of Mirrors by Justin Timberlake. And yeah, thank you for watching. Bye. I love you.